À 14h37, le soleil impitoyable du désert de Mojave frappait le béton fissuré de la base aérienne d'Edwards, transformant le tarmac en une plaque brûlante qui déformait l'air en vagues tremblantes. L'hélicoptère Black Hawk gisait incliné dans la zone d'atterrissage d'urgence, tel un oiseau blessé, ses pales immobiles sur le ciel d'un bleu impitoyable. Autour de l'appareil abattu, 6 techniciens en uniforme impeccable gesticulaient frénétiquement, leur voix s'élevant sous l'effet d'une frustration croissante, tandis que les instruments de diagnostic jonchaient le sol comme les pièces d'un puzzle impossible à résoudre. Amara Thompson observait à distance, essuyant la vitre du hangar d'un geste méthodique dont personne ne soupçonnerait l'inutilité. Son uniforme gris de base taché de graisse et de poussière ne portait aucun insigne ni identification, hormis un badge délavé où l'on pouvait simplement lire « A. Thompson, services généraux ». Sous sa casquette usée, son œil exercé avait déjà diagnostiqué le problème 15 minutes plus tôt. Une panne catastrophique du compresseur du turbomoteur T700, probablement due à des fragments de pales ingérés lors de la manœuvre d'évitement à basse altitude. La réparation ne prendrait que 6 minutes avec les outils adéquats, mais personne ne s'adressait à la femme qui nettoyait les sanitaires. Le lieutenant-colonel Bradley Thornton se redressa brusquement dans le compartiment moteur, le front ruisselant de sueur, des auréoles sombres s'étendant sous les aisselles de son uniforme. « Impossible !» rugit-il en lançant une clé dynamométrique qui ricocha bruyamment contre le hangar métallique. « Le système d'allumage est impeccable, la pompe à essence fonctionne, tous les circuits électriques sont opérationnels. Alors pourquoi cette maudite machine ne démarre-t-elle pas ?» Sa voix résonna dans toute la base, surprenant un groupe de cadets qui s'entraînaient non loin de là. Le capitaine Jeffrey Sterling sortit du cockpit, s'essuyant les mains grasses avec un chiffon déjà imbibé. « Monsieur, nous avons exécuté tous les protocoles de diagnostic à 3 reprises. Tous les systèmes informatiques sont au vert. Il n'y a aucune explication logique à cette panne. » Frustré, il donna un coup de pied dans le patin d'atterrissage. Le bruit métallique résonna comme un écho à sa défaite. « Aucune raison logique ?» Le visage de Thornton devint écarlate. Il y a toujours une raison logique. On ne l'a juste pas encore trouvée parce qu'apparemment, le MIT n'apprend plus à ses étudiants à penser par eux-mêmes. Son mépris transparaissait dans chacune de ses paroles, des années d'arrogance typiques des grandes écoles se concentrant en un venin cinglant. Le sergent Richard Coleman sortit en rampant de sous le ventre de l'hélicoptère, son uniforme désormais entièrement noirci par l'huile hydraulique. La transmission est en bon état. Le train d'atterrissage hydraulique fonctionne parfaitement. Je vous le dis, monsieur, cet engin devrait voler. On dirait qu'il a rendu l'âme. Il se redressa en s'étirant le dos, un craquement sonore se faisant entendre. Le lieutenant Kenneth Marshall, le benjamin de l'équipe à 29 ans, tapotait frénétiquement sur une tablette affichant des données incompréhensibles. Les relevés de température du moteur sont normaux. Le débit de carburant est optimal. Les taux de compression sont dans les limites acceptables. Monsieur, d'après tous nos capteurs, cet hélicoptère est prêt à décoller, mais il refuse de démarrer. Thornton retira sa casquette, révélant des cheveux trempés de sueur plaqués sur son crâne. Il nous reste exactement. Il consulta sa montre avec une précision chirurgicale. 93 minutes avant l'arrivée de la tempête de sable. Le commandement a besoin de cet appareil opérationnel pour la mission de sauvetage au Nevada. Des vies sont en jeu et nous restons là à ne rien faire parce qu'un avion en parfait état de marche refuse de coopérer. Si cette histoire de justice et de reconnaissance vous touche, abonnez-vous dès maintenant. Car la suite vous redonnera foi en la vérité et sa capacité à triompher des préjugés. Le talkie-walkie à la ceinture de Thornton crépita. « Colonel, ici le commandement. » Point de situation? La voix portait l'instigation du grade et une impatience palpable. Thornton appuya sur le bouton de la radio, la mâchoire serrée. « Toujours hors service, général. Nous explorons toutes les pistes. » Il relâcha le bouton avant que la réponse ne l'humilie davantage. « 45 minutes, marmonna Sterling en consultant sa montre.
45 minutes mobilisées par les meilleurs ingénieurs aéronautiques de la base, et on n'arrive même pas à redémarrer un seul hélicoptère. Ça va rester gravé dans les annales. Ça sera inscrit à votre dossier si vous ne la fermez pas et ne trouvez pas le problème, lança Thornton sèchement. Il se tourna vers son équipe pour la scruter. Chaque homme représentait des centaines de milliers de dollars investis dans une formation spécialisée, chacun étant censé être un expert en système d'hélicoptère. Très bien, nouvelle approche. Coleman, tu t'occupes à nouveau des systèmes de carburant. Sterling, du système électrique de l'avant à l'arrière. Marshall, tu revérifies les pales de la turbine pour détecter la présence de corps étrangers. Je m'occupe personnellement du diagnostic informatique. De son poste à la fenêtre du hangar, Amara en avait assez entendu. Le problème ne venait d'aucun des systèmes qu'il vérifiait. Le compresseur avait subi une micro-fissure, créant une différence de pression qui empêchait l'allumage. Sans régler le problème principal, il pourrait vérifier les systèmes pendant les 10 prochaines heures sans rien trouver. Elle posa son matériel de nettoyage et se dirigea vers l'hélicoptère abattu, d'un pas assuré mais sans précipitation. Elle n'était plus qu'à 6 mètres de lui lorsque Thornton releva brusquement la tête, les yeux plissés à l'idée de son approche. « Hé !» Sa voix claqua comme un fouet sur le tarmac. « Zone de maintenance interdite. Retourne aux toilettes que tu es censé nettoyer. » Amara s'arrêta mais ne recula pas. « Monsieur, j'entends le problème depuis le hangar. Il ne provient pas des systèmes que vous vérifiez. Il est... Vous ai-je demandé votre avis ?» Thornton la coupa net, s'éloignant de l'hélicoptère pour lui barrer le passage. De près, il dominait de toute sa stature, 1,85 m, se servant de sa carrure comme d'un mur. Vous voyez ces hommes? Ils sont diplômés d'ingénierie de Purdue, du MIT, de Caltech. À eux tous, ils cumulent 70 ans d'expérience dans le domaine des hélicoptères, et vous croyez, quoi, au juste, que vous allez débarquer ici avec votre balai et résoudre leurs problèmes? Sterling laissa échapper un rire sec et moqueur. Patron, je crois qu'elle se trompe. Elle doit penser qu'en nettoyant l'extérieur des hélicoptères, elle est experte en nettoyage intérieur. Il exagéra ses propos, parlant lentement et fort comme s'il s'adressait à un enfant ou à quelqu'un qui ne comprenait pas l'anglais. Les grosses machines ne sont pas du matériel de nettoyage. Retournez au hangar immédiatement. Coleman intervint, s'essuyant les mains avec un sourire narquois. Elle croit peut-être que si elle prie, Jésus fera voler l'objet. C'est comme ça que vous autres réparez les choses, pas vrai? Des prières et des vœux pieux au lieu de véritables travaux d'ingénierie? J'essaie de vous dire que le compresseur, commença Amara, gardant une voix calme malgré la chaleur qui montait dans sa poitrine. Le compresseur fonctionne parfaitement, interrompit Marshall sans même lever les yeux de sa tablette. J'ai terminé major de ma promotion au MIT. J'ai consacré ma thèse à l'optimisation du rendement des turbomoteurs. Les relevés du compresseur sont parfaitement normaux. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un aviateur des services généraux comprenne des données de diagnostic. Il insista sur ces mots avec une telle condescendance que plusieurs aviateurs à proximité se retournèrent pour l'écouter. Thornton croisa les bras, son attitude tout entière exprimant le mépris. Soyons clairs, même pour vous. Il s'agit d'un avion de 70 millions de dollars. Les personnes qui y travaillent ont des décennies de formation spécialisée. Vous nettoyez les sols, vous videz les poubelles. Vous ne touchez pas au matériel militaire, vous ne donnez pas d'avis technique et vous n'interrompez certainement pas les ingénieurs qualifiés dans leur travail. Mais si vous me laissiez juste regarder les relevés de pression du... tenta à nouveau Amara en faisant un pas de plus. C'est assez près. Sterling s'est déplacé pour lui bloquer l'autre côté, créant une barrière humaine. Vous n'êtes même pas autorisé à vous approcher autant. Ces appareils sont classifiés. Les systèmes sont classifiés. Tout ce qui les concerne dépasse votre niveau d'habilitation de sécurité qui, je suppose, est à peu près aussi élevé que la clé du placard du concierge que vous avez probablement perdu la semaine dernière. Je n'ai rien perdu, répondit Amara d'une voix calme, les mains toujours le long du corps, dans une posture non menaçante que des années de discipline militaire lui avaient inculquée. Et je ne cherche pas à intervenir.
J'essaie simplement de vous aider à gagner 1 heure et demie de temps de diagnostic que vous n'avez pas. Le visage de Thornton passa du rouge au violet. À l'aide? Vous croyez qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un comme vous? Ces paroles étaient si venimeuses que la sergente technicienne Maria Rodriguez, qui travaillait sur un avion voisin, tressaillit visiblement et détourna le regard, refusant d'assister à la scène. Des gens comme moi? La voix d'Amara restait calme, mais son regard se durcit comme de l'obsidienne. Que voulez-vous dire exactement par là, colonel? Je parle des gens sans formation adéquate. Tenta maladroitement de se rétracter Thornton, mais le mal était fait. Des gens qui ne comprennent pas qu'il existe ici une hiérarchie basée sur les compétences et la formation. Vous voulez être utile? Allez donc nettoyer les toilettes des officiers. Voilà qui vous conviendra mieux. Coleman renifla en se tapant le genou. « Hé, Sterling, tu te souviens de cette fois où une agente de maintenance a essayé de nous expliquer comment réparer le Chinook? Il s'est avéré qu'elle ne savait même pas lire le manuel de sécurité. C'est la même chose ici. Ils nous voient travailler. Ils pensent qu'ils peuvent le faire aussi, comme si c'était de la magie. Le compresseur présente une micro-fissure, déclara Amara d'une voix claire, tranchant leur rire comme un rasoir. Plus précisément, les pales du premier étage. Vous avez ingéré des débris lors de la manœuvre à basse altitude, probablement des particules de sable provenant du souffle des rotors, créant un vortex dans le canyon. La fissure est trop petite pour être détectée par vos capteurs externes, mais elle engendre une différence de pression qui empêche un allumage correct. Examinez les bords des pales à la loupe. Vous y verrez des rayures caractéristiques d'impact de particules à haute vitesse. Les rires s'éteignirent. Un silence pesant s'abattit sur le tarmac comme une force physique. La tablette de Marshall lui glissa entre les mains, soudainement moite. Ses études au MIT ne l'avaient pas préparé à ça. Une femme de ménage qui parle le langage technique précis de l'ingénierie des turbomoteurs avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui comprend la physique au niveau moléculaire. Ce n'est pas, balbutia Marshall, le visage oscillant entre la confusion et une expression qui ressemblait étrangement à de la peur. Les capteurs auraient détecté. Vos capteurs mesurent la compression globale, pas l'intégrité microstructurale, poursuivit Amara, adoptant désormais le ton patient d'un professeur expliquant les bases à un étudiant en difficulté. La fracture que je décris se situe au niveau métallurgique. Il vous faut un endoscope avec un grossissement d'au moins 50 fois et un éclairage adapté à l'angle des pales pour la visualiser. Et vous devez la vérifier dans les 15 prochaines minutes, car si cette micro-fissure se propage aux pales du deuxième étage lors des tentatives de redémarrage, vous risquez une panne moteur catastrophique et 4 mois de réparation au lieu de 4 heures. Thornton ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Ses mains, si assurées quelques instants auparavant, pendaient maintenant mollement le long de son corps. Qui? Comment? La rupture s'est produite à 14h23, il y a environ 14 minutes, si je ne m'abuse, dit Amara en jetant un coup d'œil à sa montre, un chronomètre militaire que personne n'avait remarqué auparavant, dont le cadran affichait non seulement l'heure, mais aussi l'altitude, la pression barométrique et les coordonnées. Vous avez exécuté la séquence de diagnostic 7 au lieu du protocole d'inspection physique. C'est la procédure de dépannage de base pour une panne de turbine. Inspection visuelle d'abord, inspection électronique ensuite. On apprend ça à l'école de pilotage. École de pilotage? La voix de Sterling se brisa sur ces mots. Tu veux dire que tu as suivi une formation de pilote? Colonel Thornton, annonça une nouvelle voix sur le tarmac, sèche et autoritaire. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette qui approchait. Le colonel Marcus Washington traversa le béton d'un pas décidé, son uniforme impeccable malgré la chaleur, son expression figée dans le granit. Derrière lui, 4 silhouettes en combinaison de vol apparurent. Des pilotes, leurs insignes indiquant leur appartenance à des unités de combat d'élite, leurs visages s'illuminant d'un large sourire en reconnaissant Amara. « Major Thompson », lança Washington d'une voix empreinte d'une autorité absolue. « Je crois que ces messieurs pourraient tirer profit de votre expertise. » Le mot « Major » frappa Thornton comme un coup de poing. Il devint livide si rapidement qu'il chancela légèrement.
La tablette de Sterling tomba au sol avec un bruit métallique. Coleman resta bouche bée, la bouche grande ouverte, exprimant une horreur absolue. « Major » murmura Thornton, le mot à peine audible. L'un des pilotes qui approchait, un grand noir au galon de capitaine, atteignit Amara le premier. « Commandant, on vous cherchait. Briefing dans 20 minutes. On m'a dit que vous aviez donné du fil à retordre à ces mécaniciens avec un simple diagnostic de compresseur. » Son sourire était absolument diabolique. « Si ce moment de vérité vous frappe en plein cœur, abonnez-vous et likez, car la justice ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrivera à ces hommes qui pensaient tout savoir. » Washington s'arrêta net devant Thornton, le regard plus froid que la nuit du désert de Mojave. « Lieutenant-colonel Thornton, permettez-moi de vous présenter comme il se doit le commandant Amara Thompson. 12 ans de service, 2500 heures de vol en mission de combat, 3 déploiements en Afghanistan, 2 Distinguished Flying Cross et, plus pertinente encore pour votre situation actuelle, un master en ingénierie aéronautique du MIT, spécialisé dans les systèmes de propulsion par turbomoteur. Elle est également la pilote en chef de cette mission de sauvetage que vous sabotez actuellement par votre incompétence et vos préjugés. » Le silence qui suivit les paroles de Washington était si absolu que le bruit lointain des F-16 sur la piste opposée semblait assourdissant. Le visage de Thornton, auparavant violet, avait viré à un blanc grisâtre, signe d'un arrêt cardiaque imminent ou de la terrible prise de conscience que toute sa carrière venait d'exploser comme une bombe artisanale sous ses pieds. Sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement, telle une anguille échouée cherchant désespérément de l'oxygène. « Major Thompson ?» La voix de Sterling n'était qu'un murmure étranglé. Son diplôme du MIT, celui qu'il avait accroché avec tant de fierté dans son bureau, celui dont il parlait à chaque conversation, celui qui était censé prouver sa supériorité intellectuelle, lui parut soudain aussi futile qu'un papier toilette encadré d'or. Elle avait le même diplôme, de la même institution, à ceci près que le sien incluait 2500 heures d'expérience au combat, une expérience qu'il ne pouvait même pas imaginer. « C'est impossible », souffla Coleman en secouant la tête, son déni se muant déjà en horreur. « Elle, tu nettoyais les vitres? Tu avais une serpillière? Tu portais... » Il désigna d'un geste impuissant son uniforme d'entretien, comme si le tissu gris lui-même l'avait trahi. « J'observais, » corrigea Amara, sa voix empreinte de l'autorité ferme de celle qui avait commandé des hommes dans des situations de vie ou de mort pendant plus de 10 ans. Je vous voyais perdre 45 minutes à vérifier des systèmes qui fonctionnaient parfaitement, tout en ignorant le véritable problème. Je vous ai donné plusieurs occasions d'écouter. Vous avez préféré vous moquer. La tablette de Marshall gisait oubliée sur le béton, son écran fissuré par la chute. Il fixait la fissure qui se propageait sur le verre comme une toile d'araignée, manifestation tangible de la façon dont ses certitudes venaient de s'effondrer. Mais votre insigne indiquait services généraux. Votre uniforme n'affichait aucun grade. Vous étiez... Du moins, c'est ce que nous pensions. Vous pensiez vraiment qu'une femme noire en uniforme de maintenance ne pouvait rien comprendre à l'ingénierie des turbomoteurs? La voix de Washington était glaçante. Vous pensiez que l'éducation, la compétence et l'autorité ne pouvaient se manifester que d'une seule façon? Ce n'est pas de l'ignorance, messieurs. C'est le genre de préjugé qui tue des gens sur le terrain. Les 4 pilotes formaient un demi-cercle derrière Amara, leur présence constituant un rempart de solidarité et une colère à peine contenue. Le capitaine qui avait pris la parole plus tôt, son insigne portait l'inscription DAVIS, croisa les bras. Le commandant Thompson m'a sauvé la vie à 2 reprises au combat. Une fois, lorsqu'un RPG a détruit notre rotor de queue au-dessus de Kandahar, et une autre fois, lorsque tout notre système hydraulique a lâché à 2400 mètres d'altitude. À chaque fois, elle a diagnostiqué le problème et mis en œuvre des solutions que nos équipes de maintenance ont par la suite qualifiées d'impossibles. Mais elle l'a fait malgré tout, car elle comprend ces appareils comme peu de gens le font. Un autre pilote, un latino arborant les insignes de major, s'avança. Je l'ai vu reconstruire une transmission de Black Hawk avec des pièces détachées et un manuel de terrain, sous une chaleur de 47 degrés et sous le feu des tireurs embusqués.
Ça lui a pris 4 heures. Le constructeur affirme que c'est une opération qui prend 12 heures dans un atelier climatisé avec une équipe complète. Elle l'a fait seule, sous le feu ennemi, et cet appareil a ensuite effectué 200 missions de combat. Thornton tenta de parler, sa pomme d'Adam se contractant convulsivement. « Colonel Washington, Nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu? Comment étiez-vous censé le savoir? » La voix de Washington baissa jusqu'à un murmure menaçant qui, d'une manière ou d'une autre, résonna sur tout le tarmac. Que diriez-vous de ne pas présumer de l'incompétence d'une personne proposant son aide sur la base de son apparence? Que diriez-vous de l'écouter lorsqu'elle a tenté de vous expliquer le problème à 3 reprises? Que diriez-vous de traiter chaque personne présente sur cette base avec le respect élémentaire que sa présence exige? « Monsieur, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas... » commença Sterling, les mains tremblant tellement qu'il dut les joindre. « Vous ne vouliez pas dire ça ?» Amara le coupa net, et pour la première fois, une véritable colère jaillit de sa voix, telle une explosion de post-combustion. « Vous m'avez dit d'aller prier Jésus parce que c'est comme ça que vous autres réglez les problèmes. Le sergent Coleman a dit que je ne serais probablement pas capable de lire le manuel de sécurité. Lieutenant Marshall, vous m'avez expliqué avec arrogance que vous aviez fait le MIT, tout en me traitant de trop stupide pour comprendre des données de diagnostic. Et vous, colonel Thornton? » Elle se tourna vers lui droit dans les yeux. « Vous m'avez dit d'aller nettoyer les latrines parce que c'était plus mon truc. » Chaque accusation fut comme un coup de poing. Coleman chancela en arrière. Le visage de Marshall se décomposa, trahissant une véritable souffrance. Sterling laissa échapper un son qui ressemblait à un sanglot. « Chacun de vos mots a été enregistré », poursuivit Washington en sortant une tablette et en tapotant l'écran. Cette base dispose d'un système de surveillance audio dans toutes les zones de maintenance pour des raisons de sûreté et de sécurité. Les 45 dernières minutes de votre conversation ont été enregistrées, horodatées et automatiquement transmises au bureau du juge-avocat général, conformément au protocole standard applicable aux incidents de discrimination. Le sang se retira si vite du visage de Thornton qu'il vacilla. « Enregistré? Mais Nous étions juste... » « Quoi donc ?» La voix d'Amara était tranchante comme une lame. « Simplement supposer qu'une femme noire ne peut pas posséder de précieuses connaissances techniques, simplement créer un environnement de travail hostile, simplement enfreindre une quinzaine d'articles du Code uniforme de justice militaire concernant la discrimination, l'insubordination et les comportements indignes. » Rodriguez, la sergente qui avait assisté à toute la scène depuis sa position près de l'avion voisin, finit par prendre la parole. « Monsieur, » s'adressa-t-elle directement à Washington, « je peux témoigner de tout. J'ai tout entendu. Cela fait des mois que je documente ce genre d'incident, des cas où le commandant Thompson ou d'autres militaires qualifiés ont été renvoyés ou insultés en raison de leur race ou de leur sexe. C'est un phénomène systématique. » « Des mois ?» Les sourcils de Washington se levèrent dangereusement. « Et pourquoi n'en entends-je parler que maintenant, sergent ?» Rodriguez serra les dents. « Parce que signaler l'incident par la voie hiérarchique impliquait de parler au lieutenant-colonel Thornton, monsieur. Il est le supérieur hiérarchique direct de toutes les opérations techniques. À qui étais-je censé m'adresser? » Les implications planaient comme une menace. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un schéma récurrent, une culture. La tablette de Washington émit un signal sonore indiquant un appel entrant. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression devint, si possible, encore plus sévère. « Messieurs, votre timing est catastrophique. Le général Mitchell appelle. Il suit la situation à distance et souhaite s'adresser à vous personnellement. » Il retourna la tablette. Sur l'écran, un général 3 étoiles au visage patiné comme du bois d'acajou s'affichait. Son regard balaya les techniciens rassemblés avec la chaleur d'une lance thermique. « Messieurs !» La voix du général Mitchell résonna avec une clarté cristalline. « J'écoute la retransmission audio d'Edwards depuis une demi-heure. J'ai entendu chaque mot de votre échange avec le commandant Thompson. En tant que commandant régional des opérations aériennes, je tiens à être parfaitement clair. Votre comportement d'aujourd'hui incarne tout ce que l'armée s'efforce d'éradiquer de ses rangs depuis 50 ans. »
Thornton ouvrit la bouche, mais Mitchell continua de le couvrir de son flot de paroles, tel un bombardier en formation au-dessus de sa cible. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Je ne veux pas entendre d'explications. Je veux que vous reconnaissiez vos torts et que vous en subissiez les conséquences, comme les officiers que vous prétendez être. Monsieur, la voix de Thornton se brisa. Je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères excuses pour... Vous devez vous excuser auprès d'elle, lança Mitchell sèchement. Et ensuite, vous devez vous excuser auprès de chaque membre de cette armée qui a été jugé sur son apparence plutôt que sur ses compétences. Et ensuite, lieutenant-colonel Thornton, préparez-vous à une enquête approfondie qui examinera chacune de vos décisions, chaque évaluation que vous avez rédigée, chaque promotion que vous avez bloquée et chaque plainte mystérieusement non fondée sous votre responsabilité. Coleman s'avança brusquement, le visage déformé par le désespoir. « Général, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit que d'un incident, d'un malentendu. Nous avons commis une erreur, certes, mais... » « Mais quoi, sergent ?» Le regard de Mitchell transperça l'écran. « Mais ça ne compte pas parce que vous ne saviez pas qui elle était ? Mais c'est acceptable de traiter les gens avec mépris tant qu'ils n'ont pas de grade ? Mais les préjugés sont acceptables si vous pouvez prétendre ignorer la situation après coup ? » Sterling a finalement trouvé le courage de s'affirmer, ou peut-être sa terreur s'est-elle manifestée par de la défiance. « Monsieur, nous vivons dans un climat où chaque mot est scruté à la loupe, où une seule erreur peut ruiner une carrière. N'y a-t-il plus de place pour l'erreur humaine? Pour les malentendus? Une erreur humaine? Le rire d'Amara était si tranchant qu'il aurait pu faire couler le sang. Capitaine Sterling, une erreur humaine, c'est de vérifier la mauvaise séquence de diagnostic. Une erreur humaine, c'est de mal interpréter un manomètre. Ce à quoi vous vous êtes livré, c'est à une déshumanisation systématique. Vous n'avez pas seulement ignoré mes compétences techniques, vous vous êtes moqué de mon intelligence, vous avez mis en doute mon niveau d'instruction. Vous m'avez dit de prier au lieu de réfléchir et vous m'avez attribué une valeur uniquement en fonction de la couleur de ma peau et de l'absence de grade. Elle s'approcha de lui et il tressaillit involontairement. Vous voulez parler de surveillance? D'une seule erreur qui détruit une carrière? Laissez-moi vous parler de vraies conséquences. En 2018, j'ai effectué une mission d'évacuation sanitaire dans la province de Kandahar. Nous avons essuyé des tirs nourris. Mon copilote a été touché. J'ai dû atterrir avec un appareil endommagé, un seul moteur, sans système hydraulique, et un homme mourant à mes côtés, criblé de balles de sniper à travers la verrière. J'ai sauvé 7 vies ce jour-là, dont celle de mon copilote. Savez-vous ce qui se serait passé si j'avais commis une seule erreur dans cette situation? Des gens seraient morts. Comprenez-vous la différence entre des performances où la vie est en jeu et votre fierté blessée? Marshall s'est effondré à genoux sur le béton, le visage enfoui dans ses mains. « Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? » « Vous avez révélé votre véritable nature, » dit Washington d'une voix calme. « Et cela, lieutenant Marshall, est précieux. Car maintenant nous le savons. Maintenant c'est documenté. Maintenant nous pouvons extirper ce cancer avant qu'il ne se métastase davantage. » Le talkie-walkie à la ceinture de Washington crépita de nouveau. « Colonel, ici, Tower. Vous avez un appel urgent du JAG. Le capitaine Anderson dit qu'il a besoin de vous parler immédiatement concernant le dépôt de plaintes officielles. » Washington appuya sur le bouton de la radio. « Dites au capitaine Anderson que je l'appelle dans 5 minutes. J'ai presque terminé. » Il se retourna vers les 4 hommes qui se tenaient devant lui, tels des condamnés à mort attendant leur exécution. « Vous êtes tous immédiatement relevés de vos fonctions en attendant les résultats de l'enquête. Vos habilitations de sécurité sont suspendues. Votre accès aux documents classifiés est révoqué. Vous remettrez vos badges au sergent Rodriguez et vous présenterez au bâtiment 7 pour la convocation officielle. Compris? »« Oui, monsieur, » répondirent-ils en chœur, la voix creuse. « Commandant Thompson, » s'adressa Washington d'un ton formel, « vous avez un hélicoptère à réparer et une mission de sauvetage à effectuer. Je crois que vous avez mentionné que la réparation prendrait 6 minutes.
Amara acquiesça, se dirigeant déjà vers le Black Hawk. 6 minutes pour la confirmation du diagnostic et le remplacement des pales. 4 minutes de plus pour la vérification du système. Nous serons prêts à décoller dans 10 minutes. Elle ouvrit le compartiment moteur avec une efficacité rodée, sortant de sa ceinture une lampe tactique. Un outil qu'elle avait toujours gardé sur elle, dissimulé sous son uniforme de maintenance. Puis, elle introduisit l'endoscope dans le carter du compresseur avec une précision chirurgicale. L'image agrandie sur l'écran de son téléphone confirmait ses prédictions. De fines fissures en forme de toile d'araignée traversaient 3 aubes du premier étage, à peine visibles même avec un grossissement de 50 fois. « Voilà !» s'écria-t-elle en inclinant l'écran pour que Washington puisse voir. Des microfractures, exactement comme diagnostiquées. Ingestion de corps étrangers lors de la descente du canyon. Les traces de particules sont bien visibles une fois qu'on sait où regarder. Davis, le capitaine qui s'était porté garant pour elle, lui tendit un jeu de lames de rechange provenant de sa propre trousse d'entretien. « Ayez toujours des lames de rechange sur vous, commandant. C'est vous qui me l'avez appris. »« C'est exact, capitaine. » Les mains d'Amara se mouvaient avec l'assurance de milliers d'heures d'entraînement. Retirez les lames endommagées. Nettoyez le logement. Installez les lames de remplacement. Serrez au couple prescrit. Vérifiez les jeux. Chaque geste était précis, maîtrisé, l'expression concrète d'une expertise acquise à la sueur de son front. 8 minutes après le démarrage, le turbomoteur du Black Hawk s'est mis en marche avec un sifflement régulier qui s'est mué en un rugissement puissant. Les pales ont commencé à tourner, lentement d'abord, puis plus rapidement, fendant l'air du désert avec une détermination renouvelée. Le son était magnifique. Le son d'un problème résolu, d'une crise évitée, d'une mission sauvée. Thornton resta figé, voyant son monde s'effondrer comme du sable dans une tempête. La femme qu'il avait jugée à peine illettrée venait d'accomplir en 8 minutes ce que toute son équipe n'avait pas réussi à faire en 45. La femme de ménage était une major décorée pour faits de guerre, totalisant plus d'heures de vol que tout son personnel technique réuni. Celle à qui il avait demandé de nettoyer les toilettes s'apprêtait à participer à une mission de sauvetage qui sauverait des vies qu'il avait failli sacrifier par arrogance. Washington s'approcha de lui une dernière fois. « Lieutenant-colonel Thornton, vous avez demandé tout à l'heure au commandant Thompson si elle connaissait sa place. Permettez-moi de vous dire la vôtre. Votre place est devant une cour martiale, à expliquer comment vos préjugés ont failli nous coûter une mission de sauvetage cruciale. Votre place est de voir s'effondrer en poussière la carrière que vous avez bâtie en discréditant des personnels qualifiés. Votre place est d'apprendre que dans cette armée, la compétence compte plus que la couleur de votre peau ou vos idées préconçues. » Amara prit place aux commandes et effectua les vérifications pré-vol avec une rapidité acquise grâce à son entraînement. Davis et les autres pilotes prirent leur poste. La mission de sauvetage était de nouveau prévue. Alors que le Black Hawk décollait, ses moteurs rugissant triomphalement, Thornton, Sterling, Coleman et Marshall, debout sur le tarmac, le regardèrent disparaître dans le ciel du désert. Ils avaient appris une leçon brutale. Les suppositions les plus dangereuses sont celles qu'on ne remet jamais en question. Et le prix le plus lourd est celui qu'on paie pour avoir jugé un livre à sa couverture dans une armée où l'excellence ne connaît pas de couleur. Justice avait été rendue, mais le tribunal attendait encore. 3 mois plus tard, la salle d'audience militaire de la base aérienne d'Edwards brillait sous des néons qui semblaient conçus pour révéler la moindre faille dans le sang-froid d'un accusé. Le corps des avocats généraux avait transformé la salle de conférence A en une cour martiale officielle, avec le drapeau américain flottant fièrement près du banc, le sceau de l'US Air Force apposé au mur et 3 juges en grande tenue, assis dans une expression d'une sévérité implacable. Le lieutenant-colonel Bradley Thornton était assis à la table de la défense, vêtu de son uniforme de classe A, dépouillé de tous ses insignes et décorations d'unité conformément au protocole de la cour martiale. Le tissu bleu qui symbolisait autrefois sa fierté lui semblait désormais être un uniforme de prisonnier. À ses côtés, son avocat militaire, le capitaine Robert Chen, triait des papiers avec l'efficacité résignée d'un homme qui savait qu'il défendait l'indéfendable. Le capitaine Jeffrey Sterling, le sergent Richard Coleman et le lieutenant Kenneth Marshall
étaient assis juste derrière Thornton. Leur propre cour martiale était prévue pour la semaine suivante. Ils étaient tenus d'y assister en tant que témoins, forcés d'assister à l'avant-première de leur propre exécution. La juge présidente, la colonelle Patricia Morrison, une femme noire forte de 30 ans de service distingué, scruta la salle d'audience d'un regard qui avait été témoin de toutes les formes d'injustice que l'armée pouvait engendrer. Ce tribunal militaire est convoqué pour examiner les accusations portées contre le lieutenant-colonel Bradley Thornton de l'armée de l'air des États-Unis, accusé de violation des articles 92, 93 et 134 du Code uniforme de justice militaire. Comment plaide l'accusé? Thornton se leva sur des jambes tremblantes. Non coupable, votre honneur. Morrison haussa légèrement un sourcil, seul indice de son opinion sur cette plaidoirie. Capitaine Lewis Anderson, vous pouvez présenter les éléments à charge. Anderson, l'enquêteur du JAG, qui avait passé 3 mois à constituer un dossier irréfutable, se tenait là avec l'assurance d'un homme qui a tout gagné. Votre honneur, l'accusation démontrera, preuves audio et vidéo à l'appui, que le lieutenant-colonel Thornton s'est livré à une discrimination systématique, a créé un environnement de travail hostile, a violé les protocoles de sécurité opérationnelle en refusant au personnel qualifié l'accès à des réparations essentielles et a mis en péril une opération militaire par des actes motivés par des préjugés raciaux. Il appuya sur un bouton de son ordinateur portable. Les haut-parleurs de la salle d'audience crépitèrent, diffusant la voix de Thornton de ce jour de mai. Zone d'entretien interdite. Retournez aux toilettes que vous étiez censé nettoyer. Même à l'écoute, le mépris était indéniable. Plusieurs observateurs dans la galerie, d'autres officiers, des sous-officiers et des membres de la presse autorisés à couvrir les débats, manifestèrent un malaise palpable. Anderson a laissé l'enregistrement se dérouler. 45 minutes d'audio réduites aux 12 minutes les plus accablantes. Chaque commentaire méprisant, chaque préjugé racial, chaque instant où Thornton et son équipe ont préféré la moquerie au professionnalisme. Voix de Sterling. Les grosses machines ne sont pas en train de nettoyer le matériel. Retournez au hangar immédiatement. La voix de Coleman. Elle pense peut-être que si elle prie, Jésus fera en sorte que ça vole. C'est comme ça que vous autres, vous arrangez les choses, pas vrai? La voix de Marshall. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un des services généraux comprenne les données de diagnostic. Et enfin, la voix de Thornton, dégoulinante de venin. Tu veux être utile? Va nettoyer les latrines des officiers. C'est plus à ton goût. Lorsque l'enregistrement audio s'est arrêté, le silence dans la salle d'audience était pesant. La mâchoire du juge Morrison s'était crispée, formant une ligne si dure qu'elle aurait pu tailler des diamants. Les 2 autres juges, 2 hommes blancs d'une 50aine d'années, semblaient malades. « Capitaine Anderson, » dit Morrison d'une voix calme, « appelez votre premier témoin. » L'accusation appelle le commandant Amara Thompson. Amara entra par la porte latérale, vêtu de son uniforme de cérémonie, chaque ruban et chaque médaille parfaitement alignés. Son allure était celle de quelqu'un qui avait traversé l'épreuve du feu et en était ressorti plus fort que jamais. Elle prit place à la barre des témoins, leva la main droite et jura de dire la vérité d'une voix qui résonna dans toute la salle. Anderson s'approcha en gardant une distance respectueuse. « Major Thompson, veuillez décrire vos qualifications pour ce poste à la cour. Je suis major dans l'armée de l'air américaine et compte 12 ans de service actif. J'ai accumulé 2500 heures de vol en mission de combat, principalement à bord d'hélicoptères Black Hawk. Je suis titulaire d'une licence en génie mécanique de l'Université Howard et d'une maîtrise en génie aéronautique du MIT, où je me suis spécialisé dans les systèmes de propulsion à turbomoteur. J'ai effectué 3 missions de combat en Afghanistan, reçu 2 Distinguished Flying Cross et je suis actuellement pilote en chef pour des opérations de sauvetage à haut risque. Anderson acquiesça. Et le 15 mai dernier, vous étiez à la base aérienne d'Edwards lorsqu'un hélicoptère Black Hawk a subi une panne critique. C'est bien cela? Oui, monsieur. Veuillez décrire ce qui s'est passé lorsque vous avez tenté d'aider aux réparations. Le témoignage d'Amara était clinique, précis et accablant. Elle a relaté chaque tentative d'aide, chaque refus,
chaque préjugé raciste sous-jacent à leurs propos. Elle a décrit le problème technique qu'elle avait immédiatement diagnostiqué et les 45 minutes perdues parce que les préjugés avaient primé sur la compétence. « Commandant Thompson, » poursuivit Anderson, « au cours de vos 12 années de service militaire, combien de fois avez-vous été confronté à des situations similaires où votre expertise a été rejetée en raison de votre race ou de votre sexe? » L'avocat de Thornton se leva d'un bond. « Objection, votre honneur. » Pertinence. « Monsieur le juge, » rétorqua Anderson avec aisance, « la défense plaidera probablement qu'il s'agit d'un incident isolé, d'un simple malentendu. L'accusation doit établir l'existence d'une pratique courante. » Morrison réfléchit pendant 3 secondes. « Proposition rejetée. Commandant Thompson, vous pouvez répondre. » L'expression d'Amara resta impassible, mais une lueur passa dans ses yeux, comme une porte ouverte sur des années de souffrance. « En 12 ans, votre honneur? J'estime, au minimum, 200 à 300 incidents, allant du simple renvoi à l'hostilité manifeste. On m'a prise pour une simple exécutante, alors que j'étais commandante. Mes ordres ont été remis en question par des subordonnés qui n'auraient jamais osé contester un officier blanc de même grade. J'ai vu des personnes moins qualifiées obtenir des promotions qui m'ont été refusées, avec des rapports d'évaluation faisant état de problèmes liés à mon tempérament émotionnel. Une façon détournée de dire que je suis une femme noire qui ne sourit pas assez lorsqu'on lui manque de respect. La galerie s'est agitée. Plusieurs officiers noirs et femmes présents ont hoché la tête d'un air sombre, reconnaissant leurs propres expériences dans ces paroles. Mais le 15 mai, c'était différent, poursuivit Amara d'une voix plus dure. Ce jour-là, les préjugés n'ont pas seulement blessé mon âme ou freiné ma carrière, ils ont failli saboter une mission de sauvetage. Pendant que le lieutenant-colonel Thornton se moquait de moi, des gens du Nevada attendaient d'être secourus après une urgence en pleine nature. Chaque minute perdue par ces hommes était une minute de souffrance pour ces civils. Ce n'est pas une simple susceptibilité. C'est un échec opérationnel dû au racisme. Anderson laissa cette déclaration imprégner la pièce. Aucune autre question, votre honneur. L'avocat de Thornton s'est approché pour le contre-interrogatoire avec une réticence manifeste. Major Thompson, n'est-il pas vrai que vous portiez un uniforme d'entretien sans un signe de grade visible? Oui. Et n'est-il pas possible que le lieutenant-colonel Thornton ne vous ait tout simplement pas reconnu et que ses commentaires se soient basés sur votre position apparente et non sur votre race? Le sourire d'Amara était glacial. Conseiller, je leur ai dit que je pouvais diagnostiquer le problème. J'ai utilisé un vocabulaire technique précis sur les compresseurs de turbomoteurs, les différentiels de pression et les schémas d'ingestion de corps étrangers. J'ai fait référence au protocole de l'école de pilotage. À tout moment, une personne sensée m'aurait demandé « Comment le savez-vous » Au lieu de cela, ils ont supposé que j'étais stupide, illettrée et superstitieuse. Le seul fondement de ces suppositions était mon apparence, plus précisément ma race et mon sexe. Mais vous admettez que vous portiez un uniforme d'entretien. Je n'admets rien qui puisse excuser leur comportement, l'interrompit Amara d'un ton glacial. J'ai vu des contractuels civils blancs, hommes, arriver sur cette base en jeans et t-shirts et être immédiatement traités comme des experts. J'ai vu des officières blanches en civil bénéficier d'un minimum de respect. Ce n'est pas l'uniforme qui les a poussés à me mépriser, mais leurs préjugés. L'avocat de la défense ne répondit rien. Il retourna à sa place, l'air abattu. Anderson a appelé son témoin suivant, la sergente technicienne Maria Rodriguez. Rodriguez a témoigné avec une nervosité visible, mais son témoignage était accablant. Elle a décrit comment, pendant des mois, elle avait vu des employés qualifiés, principalement des personnes de couleur et des femmes, être congédiés, humiliés et marginalisés par l'équipe de Thornton. Elle a produit un journal intime où elle consignait les incidents par date, heure et nom des témoins. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt » demanda Anderson. « Parce que le lieutenant-colonel Thornton contrôlait tous les mécanismes de signalement, » répondit Rodriguez, sa voix reprenant de l'assurance. Il était le supérieur hiérarchique. Il rédigeait les évaluations. Il décidait des promotions et des sanctions.
Le dénoncer revenait à ruiner ma carrière. Alors, j'ai tout documenté et j'ai attendu un incident suffisamment grave pour qu'il soit impossible de l'étouffer. Et l'affaire du major Thompson concernait cet incident? Oui, monsieur, parce qu'ils ne se sont pas contentés de lui manquer de respect. Ils ont mis en péril une mission. C'était un cap que même Thornton ne pouvait pas ignorer. L'accusation a clos son dossier après l'audition de 3 autres témoins, tous des membres du personnel ayant subi ou été témoins de discrimination sous la direction de Thornton. Lorsqu'Anderson a finalement pris la parole, il avait dressé le tableau d'une corruption systémique qui allait bien au-delà d'un simple incident isolé. La défense a tenté de présenter ses arguments. Elle a fait témoigner des personnes de moralité qui ont attesté des années de service de Thornton, de son expertise technique et de son dévouement. Mais chaque mot positif sonnait creux face aux preuves enregistrées de son mépris. Son propre avocat a semblé prendre conscience de l'inutilité de ses efforts au milieu de sa plaidoirie finale. Le juge Morrison a suspendu l'audience pendant 1 heure pour délibérer. À leur retour, les 3 juges ont rendu leur verdict avant même que Morrison n'ait prononcé un mot. Lieutenant-colonel Bradley Thornton, ce tribunal vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Vous avez violé l'article 92 en ne respectant pas les règles relatives à l'égalité des chances et à la non-discrimination. Vous avez violé l'article 93 par une conduite indigne d'un officier. Et vous avez violé l'article 134 en créant un environnement de travail qui a mis en danger les opérations militaires par des décisions fondées sur des préjugés? Le visage de Thornton se décomposa. Sterling laissa échapper un son étouffé derrière lui. Coleman fixait le sol. Morrison poursuivit, sa voix portant le poids d'une justice institutionnelle enfin rendue, bien que tardivement. Les preuves présentées démontrent non pas une erreur isolée, mais un schéma de discrimination qui s'est étendu sur des années. Vous avez abusé de votre autorité pour créer un climat hostile où des personnes qualifiées étaient jugées sur leur apparence plutôt que sur leurs compétences. Plus grave encore, vos préjugés ont directement compromis une opération militaire, mettant des vies en danger et gaspillant des ressources essentielles. Elle marqua une pause, laissant les mots faire leur chemin. Ce tribunal vous condamne à la rétrogradation au grade de capitaine, à la perte de votre solde et de vos indemnités pour 6 mois, et à la destitution, l'équivalent, pour un officier, d'une radiation pour faute grave. Vous êtes par la présente déchu de toutes vos habilitations de sécurité et interdit d'exercer toute fonction publique, y compris les postes de contractuels. Vous n'aurez plus jamais autorité sur du personnel militaire. Le marteau s'abattit avec un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Thornton resta immobile. L'homme qui, jadis, inspirait le respect par son grade, désormais réduit à un exemple à ne pas suivre. Sa carrière, 23 ans de service, avait été anéantie en 4 heures de témoignage. La pension sur laquelle il comptait, les missions de consultant après sa carrière militaire, le respect de ses collègues, tout avait disparu, consumé par l'enregistrement de ses propres paroles. Sterling, Coleman et Marshall allaient subir un sort similaire lors de leur propre cour martiale la semaine suivante. Les verdicts étaient prévisibles. Alors que la salle d'audience se vidait, Amara se tenait dehors, sous le soleil du désert, entouré de ses camarades pilotes et de militaires du rang qui avaient attendu des heures pour lui témoigner leur soutien. Davis lui tapota l'épaule. « Justice a été rendue, commandant. »« Justice partielle, » corrigea Amara à voix basse. 4 hommes ont été tenus responsables. Mais combien d'autres sont encore là à faire les mêmes suppositions, à traiter des personnes compétentes comme si elles étaient invisibles parce qu'elles ne correspondent pas au modèle attendu? Rodriguez s'approcha avec hésitation. « Major Thompson, je voulais m'excuser de ne pas avoir pris la parole plus tôt. »« Non, » l'interrompit doucement Amara. Tu as survécu à une situation impossible. Tu as tout documenté alors que tu aurais pu te taire. Il a fallu un courage exceptionnel pour cela. Une jeune lieutenant noire, présente dans la galerie, s'avança, les yeux brillants. « Major, je suis la sous-lieutenant Ashley Williams, fraîchement sortie de l'académie. J'ai failli ne pas m'engager dans l'armée de l'air car je ne voyais personne qui me ressemblait à des postes de commandement. Mais vous voir aujourd'hui, vous voir prendre position et dire la vérité, c'est tout ce que j'avais besoin de voir. »
Amara observa le visage enthousiaste de la jeune femme et se revit 10 ans plus tôt, pleine de rêves et de détermination, pas encore marquée par les 1000 petites blessures des préjugés institutionnels. Lieutenant Williams, permettez-moi de vous raconter une leçon que ma mère m'a apprise. Elle a passé 30 ans comme mécanicienne d'aéronef sans jamais être promue au-delà du grade de sergent, malgré le fait qu'elle était la meilleure mécanicienne de son unité. Savez-vous pourquoi? Williams secoua la tête. Parce qu'elle était une femme noire et que son image de l'expertise ne leur correspondait pas. Elle aurait pu reconstruire un moteur les yeux fermés, mais elle ne pouvait pas les faire changer d'avis. La voix d'Amara s'adoucit. Elle m'a dit « Ma chérie, tu vas devoir affronter ça aussi. Mais tu as quelque chose que je n'avais pas, une formation qu'ils ne peuvent pas ignorer, un grade qu'ils doivent respecter et des diplômes qu'ils ne peuvent pas rejeter. Utilise tous tes atouts et batte-toi pour toutes les femmes qui te succéderont. » « C'est ça, la journée? » demanda Williams. « Se battre pour savoir qui sera le prochain? »« C'est comme ça tous les jours, » répondit Amara. Thornton est parti, mais le système qui lui a permis d'agir demeure. Les présupposés qui lui ont permis de prospérer pendant 23 ans sont toujours ancrés dans les politiques, la culture, les règles tacites qui régissent qui est écouté et qui est ignoré. Gagner une bataille ne met pas fin à la guerre. Washington s'approcha par les marches du palais de justice, l'air satisfait, mais las. « Commandant Thompson, le général Mitchell souhaite vous parler. Il lance une enquête interne sur les plaintes pour discrimination, en commençant par tous les dossiers traités par la chaîne de commandement de Thornton. Votre témoignage d'aujourd'hui a fait l'effet d'une bombe au Pentagone. »« Bien, » dit simplement Amara. « Brûlez tout si c'est ce qu'il faut pour bien reconstruire. » 6 mois plus tard, les changements se propagèrent dans l'armée de l'air comme une onde de choc. L'affaire Thornton était désormais un sujet d'étude obligatoire dans les écoles de formation des officiers, une leçon marquante sur la façon dont les préjugés détruisent l'efficacité opérationnelle. Rodriguez avait été promue sergent-chef et nommée à un poste nouvellement créé, coordinatrice de la supervision de l'égalité des chances pour les opérations techniques. Son journal avait servi de base à 73 enquêtes supplémentaires. Amara se tenait dans le même hangar où l'incident s'était produit, s'adressant à une salle comble de jeunes diplômés d'écoles techniques, mécaniciens, ingénieurs, spécialistes de tous horizons. Le groupe était d'une diversité inimaginable une génération auparavant, noirs, blancs, latinos, asiatiques, hommes, femmes, anciens combattants et nouvelles recrues. En mai, un hélicoptère a connu une panne, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Mais le véritable échec s'est produit bien avant que le métal ne se brise. Il a échoué lorsque des personnes qualifiées ont été jugées sur leur apparence plutôt que sur leurs compétences. Il a échoué lorsque les suppositions ont remplacé l'analyse. Il a échoué lorsque l'orgueil a primé sur la réussite de la mission. Elle désigna le Black Hawk derrière elle, en parfait état de marche, ses pales luisant sous les projecteurs du hangar. Cet appareil a effectué 17 missions réussies après que je l'ai réparé ce jour-là. Il a sauvé 43 vies lors d'opérations de sauvetage. Mais il a failli rester cloué au sol parce que 4 hommes étaient incapables de dépasser leurs préjugés. Souvenez-vous-en lorsque vous êtes tenté de juger les capacités de quelqu'un sur son apparence ou son uniforme. Un jeune technicien blanc leva la main. « Major Thompson, que diriez-vous à quelqu'un qui a peur de faire des erreurs, qui craint de dire une bêtise ou de faire des suppositions par inadvertance ?» Amara réfléchit à la question. Voilà ce qu'il en est des biais inconscients. Nous en avons tous. Chacun d'entre nous a des préjugés façonnés par son vécu et sa culture. La différence entre une erreur et une faute réside dans la réaction face à des preuves qui remettent en cause nos préjugés. Quand j'ai dit à ces hommes que je pouvais identifier le problème, ils avaient le choix. Écouter et apprendre, ou se moquer et rejeter. Ils ont fait le mauvais choix. Ne faites pas le même choix. Elle scruta les visages devant elle, y voyant espoir et détermination, mais aussi la méfiance de ceux qui avaient déjà subi la discrimination, qui savaient qu'un procès très médiatisé en cour martiale n'effaçait pas des siècles de préjugés institutionnels. Le changement est lent, poursuivit Amara. Terriblement lent, terriblement frustrant. Vous serez confronté à des situations où vos compétences seront remises en question, votre autorité sapée,
votre expertise ignorée. Documentez tout. Trouvez des alliés. Soutenez-vous mutuellement. Et surtout, ne laissez jamais l'imagination limitée d'autrui définir vos capacités. La salle a éclaté en applaudissements qui ont résonné contre les murs métalliques du hangar. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur le Mojave, teintant le désert de nuances ambrées et pourpres, Amara longeait seule la piste d'envol. Son téléphone vibra. Sa mère lui envoyait un message. « J'ai vu les infos sur les changements de politique de l'armée de l'air. Ton père serait si fier. Je suis fier aussi, ma chérie. » Amara sourit en repensant à l'homme qui ne l'avait jamais vu porter l'uniforme, tué au combat alors qu'elle avait 16 ans, son Black Hawk abattu au-dessus de l'Irak. C'était lui qui l'avait emmené pour la première fois à un meeting aérien, qui avait désigné les pilotes du doigt et lui avait dit « Tu pourrais faire ça, ne laisse personne te dire le contraire. » Elle leva les yeux vers le ciel qui s'assombrisait, où les étoiles commençaient à apparaître, lointaines et éternelles. Là-haut, des missions étaient menées par des pilotes de tous horizons, maintenus en vol par des mécaniciens et des ingénieurs jugés sur leurs compétences plutôt que sur leur apparence. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas achevé. Mais c'était mieux qu'avant, et ce serait encore mieux pour ceux qui viendraient après. La justice, songea Amara, ne se résume pas à un instant précis. Ce n'est pas un verdict isolé ni un changement de politique ponctuel. C'est un travail de longue haleine, un labeur constant qui consiste à déconstruire les idées reçues et à reconstruire les systèmes, un incident à la fois, un cas documenté à la fois, une personne courageuse à la fois qui refuse d'accepter que les choses restent brisées. L'hélicoptère derrière elle était prêt pour la mission du lendemain. Le moteur qu'elle avait réparé en 8 minutes, sous le regard stupéfait de 4 hommes, transporterait des équipages au péril de leur vie et les ramènerait sains et saufs. Voilà son travail. Voilà son héritage. Et cela valait bien tous les combats qu'elle avait menés pour en arriver là. Si cette histoire de persévérance et de justice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Des histoires comme celle d'Amara se produisent chaque jour et méritent d'être entendues. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que la compétence prime sur l'apparence. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et partagez votre propre histoire de lutte contre les préjugés ou la reconnaissance des talents cachés d'une personne. Votre histoire pourrait inspirer des milliers de personnes. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de voir que l'expertise se trouve partout, sans distinction de couleur, de genre ou d'uniforme. L'excellence reconnaît l'excellence. Faites-en autant.